Delatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici une enquête du 19e siècle, l'histoire d'une boucherie en 1888 à Joigny dans l'Yonne. L'horloger du bourg, M. Vétard, découpé en morceaux et dispersé façon puzzle. Une belle affaire que nous débrieferons tout à l'heure avec Bernard Hautecloque, historien, grand connaisseur de la chose criminelle de ces années-là. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Nous voilà dans le département de l'Yonne en 1888. Plus précisément à Joigny, entre Sens et Auxerre, 6500 habitants, gros village, ou petite ville, c'est selon. Le matin du 9 février, vers 7 heures, le laitier Paul Lamblay fait sa tournée habituelle. Et quand il arrive avenue Gambetta, oh, il s'arrête comme tous les jours devant chez l'horloger Vétard. Il descend, il prend son pot au lait, il va vers la boutique. Tiens, c'est déjà ouvert. Et il y a la clé sur la porte. D'habitude, l'horloger Vétard arrive beaucoup plus tard. Monsieur Vétard! Monsieur Vétard, vous êtes là? Monsieur Vétard! Pas de réponse. Le laitier n'ose pas entrer tout seul, alors il court chercher un voisin. Monsieur Bayot, venez donc avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas chez Vétard. Vétard, l'horloger? Oui, son échoppe est grande ouverte et il n'est pas là. Ouverte à 7 heures du matin? Vous avez raison, c'est pas bien normal. C'est plutôt le genre à ouvrir à midi, Vétard. C'est ce que je dis, monsieur Bayot. C'est bien inquiétant, venez donc avec moi. Les deux hommes entrent dans la boutique. Regardez donc l'étal de ces montres. On l'a volé. Il en manque plus de la moitié, je pense. Mais qui a pu faire ça? Venez, poussons jusqu'à son appartement. L'appartement à l'arrière-boutique est sans dessus-dessous. Les tiroirs de la chambre à coucher ont été vidés et il y a des papiers partout. Venez donc avec moi, monsieur Bayot. Allons prévenir les gendarmes. La suite se passe au bord de l'Yonne, qui traverse le village. Vers 11 heures le même jour, le président du tribunal de commerce de Joigny, M. Albon, se promène au bord de l'eau. « Bonjour, Durand. Comment allez-vous? Ça mord? Oh, pas pour l'instant, monsieur le juge. Je suis pas sûr d'être au bon endroit. Je m'en vais bouger. » Le pêcheur Durand plie ses gaules et il va les replanter un peu plus loin. Et là, qu'est-ce que c'est, ça? Durand voit comme un bras dans les herbes qui bordent le fleuve. Un bras humain. « Oh, monsieur le juge! Venez-y donc, c'est horrible! » C'est un bras, en effet. Un bras habillé d'une manche de veste. Et un peu plus loin, les deux hommes découvrent une chaussure pleine de sang. Ils filent illico alerter les gendarmes. Le bras est amené à l'hospice de Joigny. C'est le docteur Leriche qui l'examine. C'est bien la première fois qu'on ne me donne à observer qu'un bras. Alors, que puis-je dire d'emblée? Eh bien, d'abord, c'est un bras gauche, hein? Et ma foi, c'est un bras de fumeur. Vous voyez la marque jaunasse ici sur les doigts. Nous avons là aussi deux petites cicatrices. Les ongles sont longs et mal entretenus. Et voyez-vous, ce qui m'intrigue ici, c'est une trace sur le pouce. Là, vous la voyez? On dirait une usure, de la corne. Je parierais bien que l'homme qui appartient ce bras fait un métier qui provoque cette petite usure sur la peau. Que voulez-vous d'autre? Moi, c'est tout ce que je puis vous dire, messieurs. Le bras, au cas où, est déposé dans un bocal rempli d'alcool. Les gendarmes, bien entendu, font tout de suite le lien entre le bras et la disparition de l'horloger Vétard. La trace du doigt sur le pouce, ça pourrait être un outil qu'utilise un horloger. Pour être certain que c'est lui, il faut trouver celui qui lui coud les vêtements.
Il lui montrait la manche. Les gendarmes s'en vont donc trouver le tailleur. Cette manche, d'après-vous, est-ce qu'elle peut correspondre à une veste que vous avez faite pour le monsieur Vétard? Voyons, montrez-moi. Ah oui, ça correspond. Le tissu, j'en suis certain, c'est le tissu avec lequel je lui ai fait une veste. Sûr et certain? Sûr et certain. C'est donc à l'horloger Vétard que ce bras a été coupé. Ce bras et pas que, parce que l'après-midi même, on retrouve des jambes flottant sur Lyon, livrées immédiatement au docteur Leriche à l'hospice. Je dirais que ces jambes, comme le bras de ce matin, ont été découpées à la scie, une scie fine, et je dirais très bien aiguisée. Une semaine plus tard, Lyon rend des morceaux d'intestin et un pan de chemise. On ne retrouvera le tronc que plus tard et la tête encore plus tard. Et ensuite débute l'enquête, à proprement parler. Les gendarmes identifient d'abord un ancien employé de Vétard, un qu'il avait mis dehors parce qu'il l'avait volé. Fausse piste. Le garçon a un alibi. Et puis, ils interrogent Guillon, le garçon d'écurie de l'hôtel de l'Étoile. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu Vétard avec une fille la veille que vous avez trouvé le bras. Ah bon? Et cette fille, vous savez qui c'est? Bien sûr que je le sais. Marie. C'est Marie Chauffard, la femme à Mouillon. Mouillon. Jules Mouillon. Vous connaissez son métier? Il est garçon boucher. C'est un gars qui sait découper la barbaque. Lui et son frère n'ont d'ailleurs pas très bonne réputation à Joigny. Que Jules Mouillon ait éventuellement tué Vétard parce que l'autre fricotait avec sa femme n'étonne pas grand monde. Oh, des gars comme Vétard, c'est comme des melons, hein, ça pourrit toujours par la queue. Imagé, très imagé, mais réaliste. Alors ils sont où tous les deux, Marie Chauffard et son homme, le garçon boucher Jules Mouillon? D'après ce qu'on m'a dit, il est parti à Dijon, avec la Marie Chauffard. Eh bien, allez à Dijon, hein, et retrouvez-les. Allez. On les retrouve à Dijon. On les arrête et on les met dans le train pour Joigny. Et quand ils descendent du train, les gens manquent de les lyncher. Une foule qui veut voir la tronche de l'assassin. Des gens qui vont toujours trop vite en besogne. Quand je vous dis qu'on y est pour rien, on est parti le 4 de Joigny pour aller à Dijon. Le crime a eu lieu le 8. On n'était pas là. Ça n'est pas ce que disent nos témoins. Ils mentent, vos témoins, ils mentent parce qu'ils pensent qu'on a assassiné Vétard. Mais c'est pas nous. À vérifier tout ça. Qu'ils étaient à Dijon, à vérifier. En attendant, pour être honnête, les gendarmes ont une autre piste. 3 lettres qu'on a retrouvées dans l'établi de l'horloger. 3 lettres de femme. Ta petite amie qui t'aime bien t'attend ce soir. Viens, j'ai mis le pot au feu et un petit poulet. 3 lettres qui ressemblent à un guet-apens et qui sont signées R.M. R.M. Ça serait pas Rosalie Marie? Ils ont couché Vétard et elle, il y a quelques années, tout le monde le sait. Rosemary, tu veux dire la fille qui sert à l'auberge? Qui servait, hein? Je crois que maintenant elle est dans un hôtel à Tonnerre. Tonnerre, c'est à 40 kilomètres. Les gendarmes vont voir la Marie. Ah mais non, je vous jure, j'ai pas quitté Tonnerre, je suis pas allé à Joigny depuis très longtemps. Et ces lettres, c'est pas moi qui les ai écrites. Vous me soupçonnez à cause de mon cousin? C'est ça? Son cousin, Lucien. Faut que je vous en parle de celui-là. Vous allez comprendre. Lucien a été condamné par la cour d'assises la veille du crime pour assassinat. Condamné par contumace. Il n'était pas là, il est en cavale en Amérique, paraît-il, depuis 2 ans. Est-ce qu'il ne serait pas revenu verser du sang à nouveau? C'est une piste. Pas la meilleure. Et d'ailleurs, oubliez-la. 6 jours après le crime, un policier arrive de Paris, l'inspecteur Wallem, et il va tout droit à l'hospice de Joigny, où il est reçu par le docteur Leriche. « Bonjour, docteur.
Pourrais-je voir les bocaux dans lesquels vous conservez les membres de M. Vétard? Les bras et les jambes. Mais bien entendu, suivez-moi. Mon idée, voyez-vous, docteur, est la suivante. Nous avons 3 suspects en prison, les frères Mouillon et Marie Chauffard. Je voudrais leur montrer les bocaux pour voir ce que ça leur fait. Est-ce que je puis les emporter? Mais bien entendu. Faites, inspecteur. L'inspecteur les montre d'abord à Marie Chauffard. Un bras et 2 jambes qui flottent dans des bocaux. Un truc à faire tomber dans les pommes n'importe quel péronnel. Eh bien, pas Marie Chauffard. Elle ne bouge pas un cil. Elle ne manifeste pas la moindre émotion. Elle se contente de dire « Sur les cendres de ma mère, je vous jure que je suis innocente. » Entendu, entendu. Dites-moi, mademoiselle, cette bague-là à votre doigt, elle vous vient bien de Vétard? Ben oui, je la lui ai achetée, mais il y a plusieurs années. De toute façon, vous faites fausse route. Le 8 février, j'étais à Dijon avec Mouillon. Et d'ailleurs, Mouillon a posté une lettre le 8, c'est bien la preuve qu'on n'était pas à Joigny. On a bien cette lettre, mademoiselle, oui. Mais son cachet indique qu'elle a été postée le 7. Pas du tout le 8. De sorte que vous pouviez être à Joigny le jour du crime. On vous y a vu, mademoiselle, en compagnie des frères Mouillon. Reconnaissez-le. Ceux qui m'ont vu se trompent. Où étiez-vous alors? Le 8 au soir. J'étais au Mont-de-Piété, à Dijon, pour récupérer des boucles d'oreilles que j'avais mises en gage. Quand je suis arrivé, ça allait fermer. J'ai même bousculé l'employé, il s'en souviendra certainement. L'inspecteur refait le coup des bocaux avec Jules Mouillon. Idem. Voir flotter un bras ne lui provoque pas le moindre tressaillement, pas la moindre émotion. Certes, il est garçon bouché, mais tout de même. Dites-moi, monsieur Mouillon, vous m'avez l'air d'avoir des habits neufs. Avec quel argent les avez-vous achetés? Bon, avec l'argent des allumettes que je vends. Vous savez bien que je vends des allumettes. Je sais surtout que vous en trafiquez, des allumettes. Peu importe, approchez. D'où viennent ces blessures sur votre bras? Bon, je me suis battu avec mon frère, puis c'est tout. Son frère, Louis Mouillon, est interrogé juste après. Il dit qu'il n'était pas à Joigny le jour du crime. Et de fait, personne ne l'y a vu. Alors que son frère Jules et sa copine Marie Chauffard, eux, on les a vus. On les a vus. Enfin, vous vous souvenez quel jour c'était quand vous les avez vus? Ben, pas trop, non? Et à quelle heure alors? Oh, ben l'heure. Je sais pas trop non plus. Témoin de mes deux. Ça n'est pas avec eux que l'inspecteur Oualem va coller le meurtre de l'horloger à Jules Mouillon et Marie Chauffard. Bon, vous allez filer à Dijon, hein? Ils disent qu'il y était le 8. La fille notamment dit qu'elle était au Mont-de-Piété. Alors vérifiez si c'est vrai. Si ça n'est pas eux, eh bien on est dans la mouise. Alors vous êtes dans la mouise, inspecteur. Parce que Marie Chauffard n'a pas menti. Elle était bien au Mont-de-Piété à l'heure du crime. Et les frères Mouillon, les gendarmes ont trouvé un caviste qu'ils ont aidé à décharger des caisses de vin ce soir-là. Ce trio n'y est pour rien. Bien, je crois qu'il faut tout reprendre à zéro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il nous reste les lettres. Je ne crois pas que ce soit Rosalie Marie qui les ait écrites. Mais c'est une femme, c'est sûr. Je ne vois qu'une solution. On les affiche. On affiche les lettres sur le panneau de la mairie. Et on verra bien si quelqu'un reconnaît l'écriture. Les êtres humains ne sont jamais décevants. Dans la foulée arrive une pluie de dénonciations. L'inspecteur fait le tri. Il écarte les hommes puisqu'il cherche une femme. Et il s'arrête sur 2 greluches. 2 filles du genre qui ont le fessier qui dit bonjour. 2 filles de joie, quoi. Dont une certaine Joséphine Martin. Les policiers vont fouiller chez elle. C'est très étrange ici. Hein. Tout est sale sauf les murs. On dirait qu'ils ont été nettoyés récemment. Et en garde à vue,
Joséphine Martin finit par reconnaître que c'est elle qui a écrit les lettres. Mais pour ce qui lui est arrivé à Vétard, moi j'y suis pour rien. Mais pourquoi tu les as écrites ces lettres alors, ma chérie? Parce que quelqu'un me l'a demandé. Quelqu'un qui? Qui? Morand. Morand, quel Morand? Le limeur de Scie. Alfred Morand. Le limeur de Scie. C'est un bien beau métier, dis donc. Donc Morand te demande d'écrire ces lettres. Pourquoi? Pour attirer Vétard chez moi. Il m'a dit, je vais lui jouer un bon tour. Débrouille-toi pour le faire venir chez toi. Et après, je m'en occupe. J'ai fait comme il m'a demandé. Je savais pas ce qu'il allait faire, je vous jure. S'il vous plaît, il me fait très peur. Promettez-moi de ne pas lui répéter ce que je vous ai dit. Ah ça, mademoiselle, ça va être très compliqué. Dans la foulée, on ordonne l'arrestation d'Alfred Morand, le limeur de Scie. Pendant ce temps-là, le juge continue d'interroger Joséphine. Vous dites qu'elle soir du crime, Joseph Morand vous a demandé de faire venir Vétard chez vous. Vous l'avez fait? Oui. Il est venu, après moi je suis parti. Je pensais que c'était une farce qu'ils allaient lui faire. Je savais pas. Et vous êtes allé où? Chez ma mère. Elle est couturière, je l'ai aidée à finir une robe de mariage pour le lendemain. Et à quelle heure êtes-vous rentré chez vous? Vers 10 heures. Et alors? Le corps de Vétard était là, sur une table au milieu de la chambre. Et ils étaient juste à côté. Vous dites « ils étaient » ? Vous n'avez parlé pour l'instant que de Joseph Morand. Il y avait aussi Vacher, l'aubergiste. Vacher. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, ils avaient une scie et puis un coutelas. Et ils ont commencé à découper le corps du pauvre Vétard. En combien de morceaux? Je dirais 8 ou 10. Les 2 jambes, les 2 bras. Ensuite, ils ont coupé le torse en 2 parties. Et puis, ils ont séparé la tête. Et ils l'ont mis où, tout ça? Dans 2 hôtes en osier qu'ils avaient, remplis de son. D'accord. Et ensuite? Ensuite, on a frappé à la porte. Frappé à la porte? Qui était-ce? C'était la dame Vacher. Elle est venue leur porter de l'eau fraîche. Une bouteille de cassis. Bien. Et après? Eh bien, après, Morand et Vacher ont mis les hôtes sur leur dos. Et ils sont partis jeter les morceaux à la rivière. Je suppose. Chez le juge, Morand se retrouve sur le gris. Alors, Morand, où étiez-vous le 8 février au soir, mon vieux? Où voulez-vous que je sois? J'étais au plumard. Je me suis couché à 7h30. C'est embêtant, Morand, mais mademoiselle Martin vous accuse d'avoir tué Vétard. Moi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le problème, c'est que quand le juge confronte Morand à Joséphine Martin, la greluche fait provisoirement marche arrière. Elle ne renouvelle aucune de ses accusations. Et Morand, du coup, en profite pour détourner l'attention. Oh ben moi j'ai bien ma petite idée de qui a tué Vétard. Eh bien exprimez-la, votre petite idée, monsieur. L'aubergiste, Vacher, sa femme. Je les ai vus dehors le soir du crime. Et surtout dans les jours qu'on suivit. Ils ont remboursé toutes leurs dettes. Ils étaient fauchés comme des blés. Et d'un coup, ils n'étaient plus. Vous trouvez pas ça bizarre, monsieur le juge? Tout est bizarre dans cette affaire, mon pauvre Joseph. Tout. Le problème, c'est qu'on a retrouvé chez toi une hotte en osier tachée de sang. Et du sang aussi sur tes sabots. Alors t'as beau dire que tu saignes du nez, on n'y croit pas. Et on a d'ailleurs trouvé une autre hotte couverte de sang
chez Vacher, l'aubergiste. Le 27 février, le juge ordonne une reconstitution chez Joséphine Martin. Alors, mademoiselle, vous dites que quand vous êtes rentrée chez vous, il y avait le corps de Vétard sur une table. Pouvez-vous mettre cette chaise à l'endroit où se trouvait la table? Merci. Et alors où se trouvait Morand à ce moment-là? Morand était là? Ici, là. Très bien. Et Vacher, l'aubergiste? Vacher, il était là. Faites entrer, Vacher. Bien. Monsieur Vacher, mademoiselle dit que le soir du crime, il y avait là un cadavre, posé sur une table, et que vous étiez à côté. C'est une menteuse. Moi, je suis jamais venu dans cet appartement. Jamais, jamais, jamais. Bien. Ramenez monsieur Vacher. Et faites entrer monsieur Morand. Mais Morand, lui aussi, fait l'andouille. Oh, bah, attends. C'est bien drôle, ici. Je suis jamais entré ici, moi. Je ne connais pas cet appartement. Vous n'êtes jamais venu chez Joséphine Martin? Oh, ben non. Jamais. Dites, est-ce que Juliette, la petite fille de mademoiselle Martin, là? Faites-la venir. Bonjour, ma petite. Le monsieur, là. Tu le connais? Eh ben, oui. C'est papa Morand. Et vous dites que vous ne connaissez pas sa mère, Morand? Bah, on habite le même quartier, c'est peut-être comme ça que cette gamine me connaît. Entendu. Ramenez la petite et... ramenez-moi Joséphine Martin. Rebonjour, mademoiselle. Vous confirmez que cet homme était là, chez vous, avec le cadavre de Vétard au pied, le soir du crime? Oui. Tu m'as vu? Tu dis au juge que tu m'as vu, sale menteuse? Tu veux cacher le nom du véritable assassin? Un de tes amants. C'est pour ça que tu m'accuses. Tel que c'est parti, ils n'avoueront jamais, ni l'un ni l'autre. Mais le récit de Joséphine Martin est corroboré par tout un tas de témoignages. Sa sœur, d'abord, confirme qu'elle l'a aidé à écrire les lettres pour attirer Vétard. Sa voisine, Angélique Godefroy, dit qu'elle l'a entendu revenir avec l'horloger le soir du crime. Vous savez, les cloisons sont tellement fines, on entend tout. Et puis juste après, quelqu'un du village a vu de la lumière dans les chopes de l'horloger, sans doute le moment où ils sont allés voler les montres. Et puis on a vu Joséphine, tard dans la nuit, aller à la fontaine. Moi je l'ai vu prendre de l'eau à cette heure-là. Je me demande bien pourquoi. Pour nettoyer, pardi. Pour nettoyer le sang dans sa chambre. On trouve d'ailleurs du sang caillé dans la fosse d'aisance de Joséphine. Enfin, il se confirme que le lendemain du crime, la mère Vacher, l'aubergiste, est allée à Paris pour vendre les montres, se dit le juge. Bref, tout laisse penser que Joséphine Martin n'a pas menti, que le meurtre a bien eu lieu chez elle, et le découpage aussi, que Morand et Vacher étaient là, et la mère Vacher pas très loin. Dans l'attente du procès, début mars, à 1 kilomètre en aval de Joigny, un pêcheur trouve un amas de chair. Le tronc putréfié qui contient les reins et l'estomac, ce qui permet au docteur Leriche d'avancer un pion de plus. Ce que je vois, l'estomac de Vétard est vide. C'est donc qu'il a été tué avant le dîner. Le juge, qui n'a toujours pas d'aveu, sauf ceux de Joséphine, décide de montrer le tas de barbac aux accusés. Vacher et Morand se montrent totalement indifférents, alors que Joséphine fait une crise d'hystérie. Le juge, finalement, décide de renvoyer devant la cour d'assises Alfred Morand et Jules-Octave Vacher. Mais aussi Joséphine Martin. Ça s'est quand même passé chez elle. Et puis Amélie Vacher, qui aurait revendu les montres et apporté de l'eau fraîche aux dépeceurs.
Le procès s'ouvre à Auxerre en mai 1888, c'est-à-dire un peu plus de 3 mois après le meurtre. La presse parisienne a fait le déplacement. Les journalistes se délectent de cette histoire de dépeçage depuis le début. Dans la salle trônent les pièces à conviction, les bras, les jambes et les 2 morceaux de tronc qui flottent dans leurs bocaux. Et puis les 2 hautes en osier, pleines de sang, et la table de dépeçage. Morand, disons les choses, a l'air d'un parfait abruti. Il a revêtu une jaquette de drap noir et un pantalon sombre. À côté de lui, Vacher, énorme, flasque, qui porte un veston blanc rehaussé d'un gilet noir. Et puis les 2 femmes, en tenue de deuil. Dès le début, le procureur sonne la charge. Il me semble que nous avons suffisamment de preuves pour incriminer à coup sûr Morand et Vacher. Concernant mademoiselle Martin, reconnaissons que si elle a une moralité douteuse, c'est tout de même elle qui a permis l'arrestation des 2 autres. On demande tout de même à Joséphine si elle a été rémunérée pour avoir joué l'appât et prêté son appartement. Mais c'est-à-dire qu'ils m'ont donné 40 sous et Morand m'a donné 20 francs 2 semaines plus tard. À part ça, Morand et Vacher restent dans le déni. J'ai jamais mis les pieds chez cette femme. J'étais chez moi, j'étais dans mon lit. Et la mère Vacher nie aussi. C'est vous, madame, qui avez apporté des rafraîchissements aux assassins? Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas mis les pieds hors de chez moi la nuit du crime. À part ça, défilent 50 témoins en 3 jours. Le verdict tombe au bout de 3 jours à 5 heures du matin. Alfred Morand, levez-vous. La cour vous condamne pour assassinat à la peine capitale. Sans surprise. En revanche, la surprise vient des époux Vacher et les aubergistes. Ils sont acquittés du meurtre. Les jurés semblent penser qu'ils sont arrivés après, pour le vol et pour le dépeçage. Lui prend 10 ans et elle 6. Quant à Joséphine Martin, elle est déclarée innocente du meurtre et elle n'est condamnée finalement que pour vol à une peine de 4 ans de prison. Et Morand hurle « Je suis innocent! On verra un jour !» Dans la foulée, le président de la République, Sadi Carnot, décide de commuer la peine de mort d'Alfred Morand en peine de travaux forcés à perpétuité. Et au bagne, jusqu'au bout, Alfred Morand continuera de dire qu'il est innocent. Dans ces années-là, après une affaire comme celle-ci, on écrit toujours une complainte, une chanson, qui raconte les détours de l'affaire et qui en tire surtout la morale. Père, mère, vous qui venez d'entendre l'assassin du malheureux Vétard, oh, puissiez-vous par là même apprendre que les méchants sont punis tôt ou tard, qu'un jour vient où la justice est complète, malgré le mystère le plus profond, et que Dieu, la justice parfaite, fait tomber le mal sur ceux qui le font. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Bernard Hautecloque, vous êtes historien et passionné par-dessus tout par la chose criminelle ancienne. C'est une époque que vous connaissez bien. Peut-être que vous pourriez resituer cette complainte que je viens d'entonner dans le contexte. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand il y a une affaire criminelle, derrière, il y a forcément une complainte. Exactement, c'était presque automatique. Dès qu'une affaire criminelle, bon, d'abord les Français, les Européens de l'époque étaient passionnés par les histoires criminelles, les détails les plus horribles ne leur faisaient pas peur, au contraire, et les médias de l'époque, c'était avant tout les journaux, et comme l'analphabétisme était encore assez répandu dans les campagnes, ce qu'on appelait les canards, c'est-à-dire des images d'Épinal, et les complaintes, vous l'avez très bien rappelé. Mais qui écrit ces complaintes et qui les chante alors ? Alors ça c'est difficile à dire, parce que la plupart, on s'est rendu compte qu'elles sont toutes sur le même... Il y avait une demi-douzaine de mélodies qui pouvaient resservir.
Alors bon, c'est généralement des vers de Mirliton. Encore une fois, on retrouve d'une complainte à une autre. Le poète de la sous-préfecture était chargé de... Il y avait encore des écrivains publics à l'époque. Et notamment, on rimaillait. C'était relativement fréquent de trouver des gens qui vous fassent des vers. Bon, c'était pas de la poésie, bien sûr, mais c'était généralement eux qu'on chargeait d'appliquer les détails d'une affaire criminelle à une mélodie qui avait déjà servi une vingtaine de fois. Et donc il les chantait sur la plage du village pour faire savoir aux non-instruits de ce qui s'était passé, quoi. Voilà, parce que généralement, alors en 1888, c'était un petit peu passé de mode, mais jusqu'au Second Empire, disons les années 1860, les canards étaient très à la mode. Les canards, c'était généralement une simple feuille A3 pliée en deux, sur laquelle on avait imprimé des images d'Épinal qui retraçaient les grandes étapes du meurtre. Alors, je n'ai pas eu le canard de l'affaire Vétard sous les yeux, mais enfin, j'imagine, on doit le représenter dans sa boutique, attiré chez sa maîtresse, assassiné par traîtrise, découpé en morceaux, on disperse les morceaux du cadavre, etc. Ouais, mais ça fait 3 ou 4 jolies scènes. Absolument. Et généralement, c'était vendu par des colporteurs qui chantaient cette complainte pour attirer l'attention, et c'était une façon de faire de la publicité. Alors on se rend pas compte, vous en avez dit un mot, à quel point la presse de l'époque se passionne pour ces histoires. Absolument. Au procès, là, il y a des journalistes de Paris, mais ils n'arrivent pas qu'au moment du procès. Ils sont là depuis un moment à feuilletonner cette histoire. Oui, c'est l'affaire Vétard. Bon, disons, il y avait des centaines d'affaires criminelles dans toute la France à cette époque. Comme la plupart n'accédaient pas à la célébrité, la plupart ne dépassaient pas, la notoriété ne dépassait pas le cadre de la région. Mais vous aviez chaque année une demi-douzaine de ce qu'on appelait des affaires Paris premières. C'est-à-dire des affaires qui, même si elles ne s'étaient pas déroulées à Paris même, accédaient à l'honneur des premières pages des quotidiens parisiens. Et l'affaire Vétard en était une. C'est-à-dire que pour le coup, ils envoyaient des gens pendant l'enquête qui est courte, hein. Ça dure 3 mois. Oui, pendant l'enquête, j'ai surtout retrouvé des comptes rendus d'audience. Le procès a eu lieu en mai 88, je crois qu'il a duré 3 jours. 3 jours. Et les journaux parisiens, y compris les journaux soi-disant sérieux, ont suivi l'affaire de très près. C'est donc une affaire Paris première. Cela dit, c'est pas une cause célèbre. Comme par exemple, on est en 1888, en 1887, vous avez eu la célèbre affaire Pranzini. Oui. En 89, l'année d'après, vous avez la célèbre l'affaire de la malle à Gouffé, la malle à Gouffé, qui, elles, sont véritablement des causes célèbres, comme on disait à l'époque. Bon, Vétard est un petit, quand même, c'est un peu en dessous. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'une des conséquences du fait que ces affaires sont traitées à Paris, ou évoquées dans la presse à Paris, c'est que du coup débarquent non seulement des journalistes parisiens, mais un avocat de Paris. J'ai pas eu le temps de le dire, mais Morand est défendu par un avocat parisien qui s'appelle Maître Lallier. Exactement, il a été défendu par un... Alors bon, je connais mal cet avocat, mais j'imagine ce ténor du barreau a trouvé une bonne occasion de se faire connaître dans toute la France en défendant un criminel particulièrement inexcusable. Le procès a lieu, alors ça je pense que ça surprend beaucoup de gens qui nous écoutent, 3 mois après le crime. Aujourd'hui ça serait plutôt 5 ans. Est-ce que ça veut dire que c'était de la mauvaise justice ? Je pense pas. Bon, je vais pas consulter le dossier judiciaire. Ça veut dire d'une part que la cour d'assises de Lyon n'avait pas beaucoup d'affaires criminelles à traiter, donc ça c'était assez rapide. Est-ce qu'ils ont bâclé leur enquête ? Écoutez, j'en sais rien, parce que même si l'enquête a été assez courte, n'oubliez pas qu'ils ont quand même rassemblé des présomptions accablantes qu'on pourrait qualifier de preuves, parce qu'en fait, l'enquête a été encore plus courte que ça. Vous l'avez très bien rappelé, les policiers et les enquêteurs sont partis dans 36 fausses pistes différentes. Oui. C'est seulement à partir du 3 mars, je crois, que dénoncés par sa lettre, les enquêteurs sont arrivés sur la véritable piste. Donc finalement, la véritable enquête a duré un peu plus de 2 mois. Pas faux. Je suis d'accord avec vous, c'est quand même court. Bon. On envoie un inspecteur de police de Paris. Alors ça a un côté marrant parce que ça nous rappelle le commissaire Maigret qui débarque n'importe où en France pour mener l'enquête. Là, c'est l'inspecteur Oualem, c'est courant ça ?
Alors, l'inspecteur OLM relevait de la sûreté. Oui. Il faut savoir que depuis 1882, c'est-à-dire 6 ans plus tôt, on avait, pour pallier aux carences de police judiciaire, instauré cette sûreté qui devait, en cas de besoin, venir aider les gendarmes ou les policiers municipaux. Alors bon, ça se passait plus ou moins bien. Vous indiquez Maigret. Maigret, c'est un personnage de fiction. Oui. Parce que à son époque, il y avait d'un côté la police parisienne, la préfecture de police à laquelle Maigret appartenait, Oui. et de l'autre la sûreté et la gendarmerie. Donc Maigret, je dis ça entre parenthèses, Oui. Maigret n'aurait jamais pu débarquer dans une ville de province pour y enquêter. Bon. Mais à l'époque, que quelqu'un de la sûreté débarque dans Lyon, c'est l'usage. L'usage, je dirais pas, mais disons que c'était possible et légal depuis 6 ans. Le problème de la sûreté, c'est c'était la parente pauvre de la police. Elle avait un budget extrêmement réduit, un personnel, bon, pas toujours très compétent. C'était la parente pauvre de la police française. Songez que la préfecture de police de Paris, la police parisienne, avait un budget 10 fois supérieur à celui de la sûreté. D'accord. Et la gendarmerie, c'était du même tonneau. Bon. Alors les moyens d'enquête, moi ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que effectivement ils accumulent beaucoup de preuves et quand arrive le procès, on n'a pas beaucoup de doutes sur la responsabilité de Morand, mais ils ont un point faible, c'est qu'il n'y a pas d'aveu. Et on sent bien que dans ces années-là, si on n'a pas d'aveu, on est un peu à poil. Exactement. L'aveu, c'était la reine de l'enquête judiciaire et il y a toujours un petit doute. Un autre dépeceur, Charles Avinin, relativement célèbre lui aussi, il a sévi en 1867, soit 20 ans plus tôt, avait dit « Messieurs, les assassins, n'avouez jamais ». Et c'était très juste parce que la police scientifique de l'époque était tellement démunie que, sans preuve, eh bien, il y a toujours un doute qui subsistait. Donc, au fond, c'est le point faible et c'est stratégiquement, de la part de Morand, une bonne idée que de ne pas avouer. C'est un personnage qui semble assez fruste, mais effectivement, oui. Il a eu l'intelligence instinctive de ne pas avouer. Il ne semble pas, il l'est. Il y a un autre sujet d'étonnement, c'est que donc il est condamné à mort. Et oui. Évidemment, dans notre esprit, l'abolition de la peine de mort étant une chose moderne, que nous devons à Robert Badinter, forcément, dans ces campagnes-là, à la fin du 19e, on était moins évolué, et donc on allait le condamner à mort. Et non, le président de la République, Sadi Carnot, commut sa peine en travaux forcés à perpétuité. Oui, mais vous savez que c'est pas si étonnant que ça. Les condamnations à mort étaient relativement fréquentes. Disons qu'on en avait 30, 40 dans toute la France par an, mais les 4/5e n'étaient pas exécutés, soit que la Cour de cassation cassait le procès, soit que, et c'était le plus fréquent, que le président de la République fasse usage de son droit de grâce. Parce que, bon, vous avez évoqué Robert Badinter, il faut savoir que le mouvement abolitionniste avait eu un grand avocat en la personne de Victor Hugo, et son influence n'avait pas été nulle. On avait reculé devant la perspective d'abolir la peine de mort, mais les présidents faisaient très largement usage de leur droit de grâce. Et c'est le cas de Sadi Carnot, qui est un républicain... Oui. Sadi Carnot, je ne sais pas s'il avait une hostilité de principe à la peine de mort, parce que, sous son septennat, il y avait 8-10 exécutions par an, mais disons que c'était pas... il ne procédait pas aux exécutions. Par exemple, au cours du 19e siècle, vous aviez, dans la première moitié, c'est-à-dire sous la Restauration, vous aviez parfois plus de 1000 exécutions dans toute la France. À partir de 1871, de la Troisième République, on est descendu. Certaines années, vous aviez 4-5 exécutions, 10 maximum. Vous voyez qu'on a changé d'échelle. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'avait pas justifié son acte, c'est pourquoi il a fait usage de son droit de grâce sur Alfred Morand, un personnage fort peu sympathique qui n'avait pas l'ombre d'une excuse. Peut-être qu'il s'est laissé, son avocat, parce que le président devait obligatoirement recevoir l'avocat de l'accusé, peut-être que son avocat a réussi à instiller en lui un petit doute.
On ne le saura jamais. Et c'était un avocat parisien, ça a peut-être aidé les choses. Merci infiniment, il est toujours passionnant de parler avec vous. Bernard Hautecloque, merci de vous passionner pour ces sujets, de partager votre savoir régulièrement avec nous. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.